bonsoir, bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, on va parler de Global Diaspora Week, la semaine internationale de la diaspora, avec un invité d'honneur, quelqu'un qui est spécialiste dans la question de la diaspora, mais aussi un consultant média, diplomatie et contributeur à la Voix de l'Amérique, Voice of America. Henri Désiré Nzouzi, bienvenue dans Écoféminisme. Merci, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme je viens de le dire, on entame une semaine de Global Diaspora Week, la semaine internationale de la diaspora, et le rôle de la diaspora dans les pays d'origine, mais aussi dans les pays d'accueil. Comment qualifiez-vous cette semaine, parce que vous avez animé aujourd'hui au Parlement européen avec des personnalités européennes et internationales la journée internationale de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet événement? Oui, c'est une initiative qui a été prise par l'African Diaspora Network in Europe, ADNE, dont je suis vice-président. Oui, je rappelle que vous êtes vice-président d'ADNE, African Diaspora Network in Europe, qui a eu l'initiative de Africa Awards en 2017. On en parlera dans quelques instants. Alors, donc c'est depuis l'année dernière que l'ADNE a eu cette idée d'organiser cette semaine de la diaspora. L'objectif étant bien évidemment de mettre la diaspora africaine à l'agenda européen pour faire en sorte qu'elle puisse être impliquée, en tout cas dans le processus à la fois de coopération, de reconstruction, mais aussi de développement du continent africain. Et c'est l'occasion, bien évidemment, pour les organisations de la diaspora d'entretenir un dialogue avec des décideurs politiques, mais également économiques, à la fois européens et locaux. Nous sommes en Belgique, donc il est normal que les Belges soient concernés, pour examiner les modalités de collaboration éventuelles, de manière à pouvoir avancer de manière, je dirais, convergente et consensuelle. L'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que cette diaspora, qui est extrêmement dynamique et agissante, puisse trouver les moyens les plus adéquats et efficaces pour essayer d'entreprendre dans leur pays d'origine, sans pour autant se couper des pays d'accueil, mais dans un souci de promotion à la fois de cette diaspora, mais de développement des pays d'origine, puisque cette même diaspora agit de plusieurs manières à travers plusieurs canaux. Il y a bien évidemment les transferts d'argent qui permettent aux familles notamment de subvenir à leurs besoins. Il y a ceux qui prennent le pari, en tout cas, d'investir de manière plus durable sur le continent, dans les pays d'origine, dans des secteurs qui parfois souffrent soit de carence, soit parce qu'il n'y a pas du tout d'opportunités. Donc c'est une plus-value et une expertise que cette diaspora peut apporter. Et donc cette semaine permet précisément à cette diaspora à la fois de s'exprimer, se faire connaître, se faire valoriser et surtout améliorer de manière qualitative l'image du continent. Donc il faut bien dire, rappeler en tout cas qu'il n'est pas toujours... c'est pas toujours évident. Ouais. Donc cette relation entre l'Afrique et l'Europe, ça a toujours été une histoire d'amour, mais aussi une histoire de conflit et de tension, disons de temps en temps. Mais comment les jeunes d'aujourd'hui voient cette réalité? Comment ils peuvent contribuer à une entente, à un terrain d'entente, un terrain d'entrepreneuriat, d'échanges économiques et diplomatiques entre les deux continents? Alors très souvent, il y a une forme de découragement qui dissuade certains au sein de la diaspora d'entreprendre dans leur pays d'origine pour diverses raisons d'ailleurs. Ces raisons peuvent être liées à des lourdeurs administratives, à un climat politique qui n'est pas forcément propice à l'investissement, et puis tout simplement la peur de l'inconnu, ce qui est tout à fait normal et légitime. Le travail que nous faisons au niveau de l'African Diaspora Network in Europe, c'est essayer de rassurer cette diaspora sur, je dirais, la manière la plus sereine de pouvoir considérer les pays d'origine comme étant, au fond, une source de motivation pour pouvoir stimuler l'investissement et pouvoir s'engager de manière plus durable.
On sait très bien que dans les pays d'accueil, ce n'est pas toujours aussi facile, puisqu'il y a des freins, notamment des discriminations, etc. Ouais. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se recentrer vers l'essentiel. L'essentiel, c'est de se tourner tout simplement vers la mère patrie, vers les pays d'origine, où il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des secteurs d'activité qui manquent cruellement d'innovation, d'expertise, qui manquent de main-d'œuvre. On aura l'occasion d'y revenir parce que nous avons un projet qui nous tient très à cœur à ce niveau-là, au niveau de la DNA. Mais il est vrai que ce qui ne plaide pas forcément en faveur du continent africain, ce sont ces campagnes parfois de dénigrement où l'on minimise finalement le potentiel du continent avec ces images qui tournent en boucle, des images de crise, de conflits, de famine, de catastrophes naturelles ou de maladies. Et c'est vrai que ça en dissuade plus d'un, puisqu'ici en Europe on est plutôt dans un confort douillet. L'idée pour nous, c'est d'encourager ces diasporas à agir, d'entretenir un dialogue, essayer de prendre la bonne information et aussi, je dirais, prendre la mesure des enjeux actuels. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a au sein de la diaspora, je dirais, une forme de dynamisme, un souffle nouveau qui peut être apporté. On dit généralement que la diaspora africaine est la 6e région du continent africain. On connaît les différentes régions, nord, sud, ouest, etc. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une plus-value non négligeable et, je dirais, un gisement dans lequel il serait intéressant de voir, de puiser et d'identifier éventuellement les compétences et encourager des projets qui parfois tardent à se mettre sur pied, mais qui peuvent à un moment donné être, je dirais, soutenus par ceux qui se sentiraient en tout cas intéressés de le faire. Ok. Comment l'expérience en Europe au niveau de la diaspora, dans tout ce qui est formation de jeunes dans plusieurs domaines, peut contribuer au rebondissement du continent africain au niveau, par exemple, économique et au niveau social? Certainement, par exemple, quand cette expérience est mise en œuvre dans les pays d'origine, comme vous venez de le dire, mais aussi par rapport à des projets bilatéraux entre l'Afrique et l'Europe. Alors, nous avons organisé en fait la cérémonie d'ouverture de la semaine internationale de la diaspora, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et nous avons mis à profit ce moment pour ouvrir le débat sur l'innovation et l'entrepreneuriat avec une nécessité, quasiment une question finalement. Comment transformer l'Afrique à l'aune de cette innovation et de cette capacité d'entreprendre? Il y a des initiatives qui existent et qui ne demandent qu'à être encouragées. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien, ni de zéro, loin de là. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir soutenir ce qui se fait déjà et, au besoin, créer, je dirais, un mécanisme qui permette à ces initiatives de pouvoir se développer de manière pérenne. Et pour ce faire, nous avons précisément invité des jeunes entrepreneurs qui ont eu cette opportunité de se lancer. Nous avons par exemple au sein de la DNA l'un de nos membres, Stéphane Hugeux, qui a lancé il y a de cela quelques années avec un ami une start-up qui s'appelle Ewala, qui propose des solutions innovantes en matière de recherche téléphonique, notamment. Ça permet à des familles restées au pays de pouvoir bénéficier de crédits d'appel qui sont chargés à partir d'ici, donc qui sont sur plusieurs pays africains. C'est un premier exemple. Vous avez d'autres projets sur le Kenya, sur l'Afrique australe, où là aussi il y a une approche extrêmement innovante de la part de ceux qui se sont lancés dans ce type d'initiative pour essayer au fond de bousculer, je dirais, les idées, parce qu'on est parfois frileux d'innover. Là, l'idée, pour le coup, c'est de s'inspirer de ce qui se fait déjà. Je note d'ailleurs que
une des raisons pour lesquelles nous avions insisté pour que l'initiative Econ Lighting Africa soit mise à l'honneur, c'est parce que vous avez à l'origine deux amis originaire du Sénégal, l'artiste bien connu Econ et Monsieur Niang, qui ont été rejoints, en fait, ils ont constitué un trio avec Monsieur Batili, qui est originaire du Mali, pour créer cette structure dont l'objectif principal est l'électrification de l'Afrique. Ouais. Par l'énergie solaire. Et vous voyez pourquoi cette approche est déjà innovante en soi, c'est parce que l'on introduit des conditions, ou à tout le moins des notions de développement durable. Et c'est ça qui est intéressant, de concilier à la fois les affaires et le respect environnemental via l'exploitation d'énergies renouvelables. Et cet exemple que je viens de vous donner, et qui a motivé d'ailleurs le choix de l'ADNE et de ses partenaires pour décerner le prix de l'entrepreneuriat de la diaspora africaine à cette initiative Econ Lighting Africa, c'est donc, je l'ai dit à travers nos trois partenaires, hein, donc The African Perspective, qui est un magazine basé au Canada et qui véhicule une image positive des initiatives africaines, mais qui aussi se propose d'améliorer l'image de marque du continent. Nous avions aussi comme partenaire qui s'est associé à l'événement Global Africa, qui est une initiative de la présidente de la République de Malte, qui se propose d'entretenir un dialogue permanent aussi entre d'une part l'Afrique et l'Europe, et puis ADEPT, qui est en fait l'Africa Europe Development Platform, qui est un des partenaires privilégiés de l'ADNE. Donc ensemble, nous avons pensé qu'il fallait envoyer un signal extrêmement fort en direction de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et pour pouvoir incarner cette innovation et cet entrepreneuriat-là, notre choix s'est porté sur une initiative qui, je l'espère, fera des émules, avec un message très simple. Il est temps que les Africains se réapproprient le processus de développement. Certes, il existe encore aujourd'hui des canaux qui permettent aux pays africains de bénéficier de soutien extérieur, mais là l'idée c'est vraiment de stimuler l'entrepreneuriat local, mais surtout celui de la diaspora, car une diaspora innovante, créatrice, c'est potentiellement pour les pays d'origine une source inépuisable de développement. D'accord. Vous venez de parler de l'exemple de Econ Lighting Africa et l'exemple de l'énergie renouvelable qui est vraiment un projet promoteur, mais aussi le fait de parler de la sensibilisation par rapport à ce prix-là, parce que pour montrer, on n'a pas besoin d'artistes internationaux pour montrer que la diaspora peut être engagée. C'est vrai que l'image de Econ qui est engagée, ça donne un signal très très fort, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs africains qui ont lancé d'autres projets similaires qui sont respectueux vis-à-vis de l'environnement, et aussi des architectes qui utilisent par exemple du bois 100% bio de l'Afrique, ou bien des lampes sensibles à l'environnement, et donc il y a tellement de projets qui sont vraiment promoteurs en Afrique, et les jeunes sont vraiment très sensibilisés par rapport à cette cause. Quel est le rôle des jeunes aujourd'hui en Afrique dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique? Déjà, cette jeunesse est diverse, variée, extrêmement nombreuses, on va dire ça comme ça, puisque les jeunes représentent la majorité de la population sur le continent. Juste une petite parenthèse pour vous dire que une des sources parfois d'hésitation pour les jeunes issus de la diaspora justement d'entreprendre dans leur pays d'origine, c'est qu'ils ont parfois le sentiment que les pouvoirs locaux privilégient plutôt les investissements étrangers, et que par conséquent les incitants fiscaux, par exemple exonération
franchises, etc., sont réservés plutôt à une catégorie d'investisseurs, alors qu'en fait, n'importe qui peut investir dans son propre pays. Il ne suffit pas de venir de l'étranger pour pouvoir prétendre au statut d'investisseur. Étranger. Et donc l'idée, c'est vraiment de ne pas décourager l'entrepreneuriat des jeunes, c'est de créer les conditions de cet entrepreneuriat en encadrant autant que faire se peut les initiatives. Et certains pays sont plus en pointe que d'autres dans ce domaine. Je pourrais citer le Maroc, je pourrais citer la Tunisie, je pourrais citer le Kenya, le Sénégal, pas mal de pays en Afrique de l'Ouest qui essayent justement de faire en sorte que lorsque les projets peuvent être de nature, je dirais, intéressante, qui peuvent avoir des conséquences à la fois sur le développement local, mais également sur la croissance, il convient de le faire. Une autre prise de conscience est venue du fait que, c'est vrai, depuis quelques années, et cela a été amplifié avec notamment la COP21 à Paris et la COP22 à Marrakech, sur le fait que le défi environnemental avec les différentes thématiques que l'on connaît, à savoir le développement durable, la transition énergétique, les économies vertes, sont devenus des éléments qui font partie intégrante du développement. Le développement, ce n'est pas seulement installer des industries, ce n'est pas seulement développer les infrastructures. Donc c'est aussi et surtout faire en sorte que le cadre de vie, que l'environnement soit préservé de toute pollution, que cela n'ait pas de conséquences en termes de santé. Il faut aussi et surtout que les gens puissent évoluer dans un milieu qui leur soit favorable et propice, parce que cela joue aussi sur le moral et sur, je dirais, la psychologie. Et les jeunes, finalement, au fond, dans cette diversité, peuvent exprimer finalement un certain nombre de préoccupations. Certaines sont prises en considération, d'autres un peu moins, parce qu'il faut canaliser les jeunes parfois. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut impérativement l'encourager, cette jeunesse, lorsqu'elle a des idées novatrices. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans certains pays, vous avez des secteurs d'activité comme les nouvelles technologies, vous avez effectivement beaucoup de jeunes qui se lancent, qui prennent effectivement de l'avance. Je citerai 2 ou 3 exemples sur le continent africain. Le Sénégal, le Maroc et la Tunisie sont très en pointe dans ce secteur-là, où l'on voit beaucoup de start-up qui sont créées par des jeunes. Certains d'ailleurs viennent de la diaspora, de manière tout à fait globale, et ils comprennent finalement l'utilité de pouvoir se lancer sur ce type de créneau. C'est un exemple comme d'autres. Je citerai un autre exemple, c'est celui de ces jeunes qui se lancent dans la production comment on appelle ça, de lampes qui fonctionnent à l'énergie solaire et qui peuvent avoir une autonomie de plusieurs heures dès lors qu'elles sont chargées toute la journée. Ce sont des Africains, ce sont des jeunes Africains. Ce qui serait intéressant, c'est qu'à un moment donné, les pouvoirs publics de ces pays puissent prendre la mesure de l'impact que cela a sur le milieu local, pour des gens qui agissent localement mais pensent globalement, qui est en fait l'essence même, je dirais, de la mondialisation, pour qu'effectivement cela soit suivi véritablement des faits et constitue un levier de croissance. Absolument. Oui, et surtout que l'Afrique est parmi les continents les plus touchés par le réchauffement climatique. Donc, si les jeunes ne prennent pas en main leur continent, il y aura quand même des conséquences assez graves sur l'environnement et sur les nouvelles générations. Oui, d'autant que on a chiffré à 500 milliards les besoins pour cela. Et je rappelle que le prix qui a été décerné au Parlement européen à l'initiative de l'African Diaspora Network in Europe récompense non seulement une initiative extrêmement novatrice en termes d'énergie renouvelable, je rappelle, c'est donc l'électrification du continent africain à travers des expériences pilotes dans de nombreux pays par l'énergie solaire. Voilà, exactement. Qui est allé aussi en Tunisie. Tout à fait. Et c'est vraiment cette capacité à concilier les exigences environnementales avec celle qui consiste à doter des localités, des villes, des zones géographiques entières du minimum de modernité finalement. Accéder à l'énergie électrique
Aujourd'hui, dans certains pays, c'est un véritable luxe. On s'écoumole à travers des barrages hydroélectriques, à travers des centrales, etc. Alors qu'en réalité, il existe d'autres moyens de pouvoir à la fois générer cette énergie à moindre coût, c'est pour ça que l'on parle d'énergie renouvelable, et puis surtout permettre aux zones concernées de pouvoir entrevoir, je dirais, un développement à travers une croissance qui peut effectivement être au rendez-vous. L'idée, c'est vraiment, je dirais, de rendre la vie facile à des gens qui n'ont pas toujours pu bénéficier du soutien des pouvoirs publics locaux, mais qui, à un moment donné, effectivement, accueillent avec beaucoup d'enthousiasme une initiative qui va véritablement dans le sens de leurs intérêts. Oui, excellent. Donc, c'est vraiment une excellente initiative, surtout pour les investisseurs locaux. Maintenant, on aimerait bien parler, parce qu'on a parlé des jeunes, on a parlé de l'entrepreneuriat, mais je pense que African Diaspora Network et Global Diaspora Week Initiative ont aussi un objectif, surtout en Afrique, c'est l'égalité homme-femme, qui est un objectif assez important en matière d'éducation, mais aussi en matière de parité sur le plan politique, sur le plan économique, dans les médias, les entreprises, etc. Donc, comment African Diaspora Network et Civil Society Organizations, donc toutes ces organisations-là, peuvent contribuer à les objectifs des Nations Unies par 2050, qui est l'égalité hommes-femmes en Afrique. Je dirais qu'un des chevaux de bataille ou cheval de bataille de l'ADN et d'autres organisations, jusqu'à présent, ça a été, au fond, de faire en sorte qu'il y ait au minimum certains objectifs du millénaire pour le développement qui soient effectivement mis à l'actif des pays, des États. On s'est bien vite rendu compte à l'issue de cette période-là, des OMD, que ça n'a pas toujours été évident. Très peu de pays ont atteint ces objectifs. Ouais. Alors maintenant, nous sommes dans l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable, où là, pour le coup, il y a une possibilité de se rattraper. Alors, comment se rattraper ? Ce n'est pas en restant calfeutré chez soi. C'est pour ça que nous appelons la diaspora à la responsabilité. S'organiser est une chose, une autre est d'agir de manière efficace dans les pays d'origine. Et là où nous estimons intervenir de manière rationnelle et je dirais proactive à l'ADN, c'est lorsque nous créons les conditions d'un dialogue à la fois entre la diaspora, les diasporas, parce que cette diaspora africaine elle est diverse et variée, avec ces pays d'origine, mais aussi avec le pays d'accueil. Pour le coup, nous sommes en Belgique, donc nous avons effectivement les institutions européennes qui sont extrêmement actives vis-à-vis du continent africain à travers le groupe des États ACP, dont on sait que plusieurs pays africains sont membres, mais aussi à travers les différents canaux de coopération, le Fonds européen de développement, etc. Bon. Mais comment faire une place à la diaspora ? Alors, l'idée, c'est de l'impliquer, évidemment, dans le processus décisionnel et de rappeler que vous disposez d'une expertise qui peut vous être effectivement, je dirais, utile. Et pour faire en sorte que cette expertise se révèle utile, quoi de plus simple, finalement, que de pouvoir aller à la rencontre de ces décideurs pour leur expliquer le bien fondé de notre initiative. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons réussi, je pense, à mettre la diaspora africaine à l'agenda européen. Cela signifie tout simplement que dans les discussions, dans ce qui est planifié sur le court, moyen ou long terme, il est important d'intégrer la diaspora dans la réflexion. Et c'est à cette condition-là, je pense, que l'on aura une meilleure prise en compte rationnelle de la réalité. Plutôt que de décider ce qui va bien pour le Ghana, pour la RDC, le Rwanda ou le Gabon,
écoutez, rencontrer des gens issus de ces pays qui ont effectivement l'avantage d'évoluer ici en Europe et être entre ces deux mondes finalement, c'est d'aller à leur rencontre pour pouvoir essayer de réfléchir sur la manière la plus efficace d'y parvenir. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, je crois que c'est une question de prise de conscience, tout simplement. Et cette prise de conscience doit être impérativement suivie d'actes concrets. On ne peut plus continuer à s'enfermer dans des slogans creux sans qu'il y ait un début d'initiative. Et lorsque nous mettons en évidence une initiative, comme celle de Econ Lighting Africa ou d'autres qui existent mais qui ont peut-être une moindre résonance médiatique, nous envoyons un message très simple, c'est celui de dire « vous pouvez y arriver ». Tout simplement, vous pouvez y arriver et vous pouvez compter sur nous pour valoriser ces initiatives-là. Et donc, il est important qu'au-delà de ce que nous faisons ici à l'étranger en tant que diaspora, que les pouvoirs publics locaux fassent de même vis-à-vis de ceux qui entreprennent chez eux. Que ce soit les jeunes, les moins jeunes, dans des secteurs innovants, nouvelles technologies de l'information et de la communication, les énergies vertes, tout ce qui est transition énergétique, etc., ou bien dans des secteurs plus traditionnels. Et donc, c'est tout le sens de notre engagement sur ces questions-là. D'accord. Et en ce qui concerne l'engagement fémin, comme vous avez dit, vous comptez sur, sur la diaspora pour l'égalité des chances entre femmes et hommes. C'est-à-dire que le combat doit se faire ici en Europe, mais aussi dans les pays d'origine, dans le cadre d'associations ou de la société civile qui doit continuer à se battre pour arriver à des législations qui garantissent l'égalité homme-femme. Alors, cela ne va pas se faire au même rythme. Oui, dans tous les pays. Bien conscient. Ouais, bon. Ça c'est clair. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, effectivement, il faut encourager l'entrepreneuriat féminin, mais vous savez, aujourd'hui, il y a un terme qui est très à la mode dans les institutions internationales, c'est l'autonomisation de la femme. Comment, la rendre plus responsable, plus autonome face aux défis climatiques, face aux défis de la mondialisation, face aux défis tout simplement du développement. Au fond, dans un monde régi par des hommes qui laissent très peu de place aux femmes. Je rappelle quand même qu'il y a une résolution onusienne qui a été adoptée il y a de cela quelques années. Je crois que de mémoire, c'est la résolution 1265, si je ne m'abuse, qui recommandait une juste proportion, une représentation de la femme dans les organes décisionnels, dans les institutions publiques. Très peu de pays ont réussi à respecter cet engagement-là, marginalisant davantage la femme. Oui, effectivement, la femme a toute sa place dans le processus de développement. Comment, je dirais, valoriser cette place et lui reconnaître un rôle qui lui est, je dirais, naturellement dévolu. Cela se fait dans certains pays à travers des micro-projets. Vous avez des femmes issues des milieux ruraux qui suivent une formation et à l'issue de laquelle elles peuvent bénéficier d'un crédit remboursable de manière tout à fait échelonnée dans le temps, et qui sont suivis au plus près et jugés en fonction des résultats. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il s'agit de créer au fond un maillage, aussi bien dans le milieu rural que urbain ou périurbain, où l'initiative et l'entrepreneuriat des femmes, loin du caractère sophistiqué de la gestion des entreprises qui sont cotées, que ce soit à Wall Street ou bien à Londres ou bien au CAC 40, puissent faire de ces femmes-là des facteurs, des personnes jouant pleinement leur rôle d'agent de développement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la somme de toutes ces énergies-là qui finira par donner, je dirais, des résultats. Alors, je viens de le dire, ça ne se fait pas au même rythme. C'est pour cette raison d'ailleurs que certains indicateurs, notamment du PNUD, en termes d'indice de développement humain, permettent de se faire une idée finalement sur, je dirais, le degré d'implication des femmes dans le processus de transformation sociale ou de développement. Oui, c'est aussi une de nos priorités que de pouvoir veiller à ce qu'il en soit ainsi. C'est pour cette raison d'ailleurs que
Au niveau de l'ADNI, par exemple, nous avons une initiative qui s'appelle She Solidarity, qui a lieu maintenant chaque année. Nous avons organisé la dernière édition, donc il y a de cela quelques mois, où à travers des parcours personnels, à travers des initiatives, à travers un échange d'expériences, on essaye de conscientiser les femmes sur l'importance de pouvoir se lancer à un moment donné. Et on espère qu'à travers les parcours qui sont mis en évidence, elles pourront y trouver, je dirais, une source d'inspiration, tout simplement. Henri, on arrive à la fin de notre discussion. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes, aux femmes d'origine africaine, de la diaspora, qui sont impliquées, qui veulent vraiment changer les choses dans le continent africain, mais aussi changer dans leur pays d'accueil et qui veulent être le relais entre les deux? Quel est votre message? Quel est votre conseil? Disons les choses ainsi. C'est une tâche qui n'est pas aisée, qui est même très difficile et parfois même très compliquée. Je pense qu'il est important de pouvoir s'adresser aux bons interlocuteurs. Ça, c'est une première condition. Lorsque l'on est issu d'une diaspora quelle qu'elle soit, il faut impérativement éviter d'aller en ordre dispersé vers les pouvoirs publics. Il est important de pouvoir, à un moment donné, créer des convergences pour pouvoir avancer seul. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc l'idée finalement, c'est ça finalement qui a motivé la création de l'African Diaspora Network in Europe, c'est de se dire, il y a beaucoup d'organisations de la diaspora, aussi respectables soient-elles, elles font des choses certes utiles, mais on a parfois l'impression qu'elles évoluent en ordre dispersé. C'est une dispersion inutile d'énergie et de temps. Et là, il s'agit plutôt de pouvoir prendre les cahiers des charges des uns et des autres, essayer de trouver un moyen de converger ensemble pour proposer des alternatives crédibles. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que oui, effectivement, les jeunes devraient être beaucoup plus impliqués par rapport à ce qui se passe dans leur pays d'origine. Ceux qui travaillent ici, à l'étranger, en Europe, en Belgique ou ailleurs, qui paient des impôts, etc., s'ils le souhaitent évidemment, s'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice du développement du continent et singulièrement de leur pays d'origine, sont effectivement invités à pouvoir réfléchir sur les conditions d'y parvenir. Ils peuvent trouver à travers les DNI un interlocuteur qui sera à même de les guider. Ça m'amène à vous parler d'un des projets qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'African Diaspora Skills Database. Il s'agit au fond de recenser, d'identifier et de rassembler dans une banque de données l'expertise de la diaspora africaine. Pourquoi ? Parce que très souvent, lorsque l'Union européenne ou d'autres institutions internationales souhaitent agir sur le continent africain, elles le font avec des expertises non africaines. L'idée, c'est vraiment d'impliquer cette compétence africaine dans le processus de développement du continent, et on vous dit, écoutez, dans tel secteur d'activité, nous pouvons vous proposer des profils qui sont à même de vous permettre de mener à bien votre mission. Et je pense qu'il y a un dernier élément qui est extrêmement important. Il faut positiver. Certes, l'Afrique ne va pas très fort, mais il s'agit en toutes circonstances de ne pas taper sur l'Afrique. Ce qui s'y passe est parfois la conséquence de comportements erratiques, hasardeux, de très mauvaises décisions issues de responsables politiques très peu inspirés et plutôt tournés vers leurs propres intérêts. Il s'agit en toutes circonstances d'avoir foi en un continent qui reste quand même le principal gisement de croissance dans le monde et à travers lequel, bien évidemment, toute initiative, aussi innovante soit-elle, seront toujours les bienvenues.
Ok, Henri, merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, les jeunes, vous devez vous engager encore plus envers le continent africain, votre pays d'origine, mais aussi il faut y croire. Il faut y croire, absolument. Il faut garder la foi, même si des fois il y a plusieurs obstacles sur le plan politique ou économique. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention et on vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un nouveau ou nouvelle invité. Merci beaucoup.